Alors, invité de cette édition spéciale en duplex avec nous depuis Paris, le journaliste et réalisateur de documentaires Mohamed Sifaoui. Bonsoir Mohamed Sifaoui, merci d'être avec nous. Au-delà de l'émotion qu'on va essayer un petit peu de dépasser, suscitée par cet attentat contre Charlie Hebdo, je voudrais qu'on s'intéresse, puisque vous avez travaillé, vous, de l'intérieur, notamment sur ces fameux réseaux Al-Qaïda en France. Est-ce que vous êtes surpris, vous, de l'ampleur de cette tragédie? Est-ce que c'est quelque chose qui était prévisible à votre avis? Est-ce que les autorités françaises y étaient préparées à votre avis? Je pense que tous ceux qui travaillent depuis de longues années sur le phénomène du terrorisme islamiste ne sont malheureusement pas surpris. Je suis surpris car mes amis ont été touchés. Je suis atterré, mais par le fait qu'un attentat ait été perpétré à Paris, ce n'est guère une surprise, malheureusement. Alors, est-ce que les services français étaient préparés? Je pense que tout le monde était lucide, et tout le monde est lucide. La menace, elle est mondiale. La menace ne concerne pas uniquement la France. La menace touche aujourd'hui et vise tous les pays du monde, en tout cas singulièrement les démocraties et tous les esprits libres. Donc, effectivement, des moyens sont mis en place par des démocraties, des traques sont effectuées, des enquêtes, mais le risque zéro dans ces cas-là n'existe malheureusement pas. Et il faut s'attendre malheureusement à vivre avec ce phénomène abject, ce phénomène barbare, telle une fatalité. Ouais. Mais il faut rester déterminé et décidé à engager et assumer ce bras de fer idéologique surtout, que nous devons, nous, journalistes, intellectuels, à mener face aux forces de l'obscurantisme et du nihilisme. Mais alors, quand vous dites le risque zéro n'existe pas, quand même, on peut s'interroger. On sait que l'un des deux frères, auteur présumé de cet attentat, était suivi par les services de renseignement français parce qu'il avait fait des séjours au Moyen-Orient et notamment en Syrie. Est-ce que ça, il n'y a pas quand même là des leçons à tirer, parce que c'était déjà le cas pour Mera ou pour Nemouche, pour l'affaire de Bruxelles? D'abord, ce sont des gens sur lesquels, personnellement, j'ai eu à travailler il y a de cela une dizaine d'années. Justement, mon reportage passera ce soir sur France 2, sur Envoyé spécial, parce que j'avais réalisé un sujet sur la cellule du 19e arrondissement, comme on l'avait appelé, et qui comptait un certain nombre de petits idéologues en herbe qui avaient endoctriné, entre autres, les auteurs présumés de l'attentat contre Charlie Hebdo. Alors, la personne n'est pas allée en Syrie, on n'a pas encore la certitude. Le frère aîné avait tenté de partir en Syrie et il avait été arrêté, il a été condamné, il a purgé une peine de prison et il est ressorti. Alors la difficulté, effectivement, c'est de faire des choix, parce que les services de renseignement aujourd'hui ont une multitude de voyants qui sont allumés, et donc dire qui, parmi tous les djihadistes potentiels, pourrait passer à l'acte dans des délais relativement courts, ça, il y a des analyses qui sont faites, il y a des surveillances qui sont effectuées, mais il faut le dire, à la décharge des services de renseignement, c'est qu'il est impossible, et quel que soit le service de renseignement au monde, de faire face à cette menace. Il faut faire preuve de beaucoup d'humilité et de dire il n'est pas possible pour une démocratie, parce que nous sommes aussi faibles par nos valeurs, si j'ose dire. La démocratie offre un cadre où même les services de renseignement, ou même les services de police ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et le danger d'un point de vue politique et d'un point de vue idéologique, c'est que ces terroristes, ces criminels poussent nos gouvernements à piétiner les valeurs démocratiques. Ça serait leur victoire et ça serait notre défaite. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un profil type auquel peuvent correspondre ces deux suspects, finalement, qu'on a déjà retrouvé chez d'autres djihadistes, auteurs d'attentats? Est-ce qu'on peut rapprocher leur profil de celui de Mera, par exemple, ou pas du tout? Tous les spécialistes de l'antiterrorisme vous diront qu'il n'y a pas de profiling qui peut être fait. Il y a des similitudes parfois, il y a des points communs, mais dire qu'on peut, en amont, profiler des gens et dire qu'avec certitude, au regard d'un profil donné, cette personne ou telle autre va passer à l'acte, ça, c'est celui qui vous dit ça
vous raconte n'importe quoi, permettez-moi l'expression. La question à se poser, c'est finalement, et c'est là, tout à l'heure, je vous parlais des choix à faire, c'est quand certains signaux, certains éléments s'allument et commencent à clignoter, il faut effectivement suivre la progression de l'individu avec beaucoup plus d'attention. Mais aujourd'hui, je dirais, notamment par le fait que les délais de radicalisation se sont considérablement réduits. De manière générale, je ne parle pas dans le cas de Charlie Hebdo seulement, sur lequel on n'a pas tous les éléments, mais de manière générale, on a remarqué depuis un certain nombre d'années que les djihadistes potentiels se radicalisaient dans des laps de temps relativement très courts. Et donc, entre le moment où ils commencent à se radicaliser et le moment où ils passent à l'acte, il faut qu'ils soient repérés, il faut qu'ils soient suivis, et il faut qu'on acquiert la certitude qu'ils sont potentiellement dangereux et que leur mise hors d'état de nuire avec tout l'arsenal juridique nécessaire peut être accompli. À ce moment-là, on va, en tant qu'autorité légale, c'est-à-dire la justice, c'est-à-dire la police, agir. Mais toute la difficulté, encore une fois, c'est dans les basculements qui se font parfois de manière très fulgurante. Alors je voudrais qu'on aborde avec vous un autre sujet qui est connexe évidemment à tout cela, Mohamed Sifaoui, c'est celui de l'islam en France aujourd'hui. Certains posent la question de tabou peut-être de cette compatibilité entre islam et république en France. Est-ce qu'il y a un problème, selon vous, de l'islam en France qui fait qu'on arrive à de tels débordements, à de telles extrémités ? Vous savez, je suis de ceux qui disent la chose suivante. L'islam, comme toutes les autres religions, sont faites d'abord par des hommes. Il ne faut pas se raconter d'histoire, quelles que soient ses propres convictions. La religion musulmane est à l'image de ceux qui la représentent aujourd'hui à un moment donné. Il se trouve qu'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a un problème à l'intérieur du monde islamique. Ce problème s'appelle l'islamisme, s'appelle le salafisme, s'appelle le djihadisme, s'appelle le takfirisme, on peut l'appeler comme on veut. Il y a des sectes totalitaires qui instrumentalisent les textes religieux pour en faire des arguments idéologiques et des armes de destruction massive. Alors là, il faut effectivement sévir. Et il faut sévir avec les armes de la démocratie, une fois de plus. Mais je dirais, il n'y a pas tant de problèmes entre l'islam et la République française qu'il n'y a de problèmes entre des musulmans et la République française, qu'il y aurait des problèmes entre d'autres catégories de personnes. L'erreur, à mon sens, à ne pas commettre, c'est d'abord d'éviter, et je ne parle pas de ce cas précis, d'idéologiser ou de ethniciser la criminalité de manière systématique, mais il faut se dire la chose suivante. Aujourd'hui, on a un problème qui s'appelle le terrorisme islamiste. Et je dirais davantage, on a un problème qui s'appelle l'islamisme, même non violent, parce qu'il pose un problème de vivre ensemble. Ce problème doit être combattu. Mais il doit être combattu avec une idée, non pas de bien-pensance, non pas de politiquement correct, mais l'idée suivante, qui est un fait de réalité. D'abord, l'islamisme, ses premières victimes sont musulmanes, historiquement et statistiquement. Deuxièmement, le problème n'est pas inhérent à des démocraties ou à des pays occidentaux, c'est un problème mondial qui touche en premier lieu des pays peuplés majoritairement de musulmans. Et troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, cette guerre idéologique qui doit être menée par les démocraties contre cette vision la plus barbare de l'islam politique doit être menée avec des musulmans. Parce que sans des musulmans ou contre des musulmans, ça serait l'échec qui serait, je dirais, à coup sûr atteint et pas autre chose. Donc ça, nous devons puiser la réponse à opposer. Et il faut opposer une réponse à l'islam politique. Et il faut opposer la réponse la plus ferme. Mais cette réponse-là, encore une fois, il faut la puiser dans ce qu'il y a de meilleur dans les valeurs universelles qui nous sont chères, dans ce qu'il y a de meilleur dans les valeurs démocratiques, et certainement pas dans un discours raciste, certainement pas dans un discours putride, certainement pas dans la xénophobie, qui ne ferait qu'alimenter et légitimer un certain nombre d'idéologues qui cherchent justement ces postures victimaires pour jouer avec les esprits les plus fragiles et les restructurer dans quelque chose de totalitaire. Donc, il faut savoir raison garder, parler sans émotion, parler avec fermeté, mais parler avec raison. Merci Mohamed Sifaoui, merci d'avoir été notre invité.